Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Questions contemporaines. Collection dirigée par Jean-Paul Chagnolot, Bruno Péquignot et Xavier Richet. Chômage, exclusion, globalisation. Jamais les questions contemporaines n'ont été aussi nombreuses et aussi complexes à appréhender. Le pari de la collection Questions contemporaines est d'offrir un espace de réflexion et de débat à tous ceux, chercheurs, militants ou praticiens, qui osent penser autrement, exprimer des idées neuves et ouvrir de nouvelles pistes à la réflexion collective. Dernière parution. Mylène Coitou, avec la participation de René Badache, Le puzzle de la République. Marianne et le discernement, 2022. Martin Naillot, Les enjeux et défis du contrôle social au temps de la Covid-19. Une société excessivement sous contrôle mais jamais en sécurité, 2022. Pia Stalder, Nanga Désiré Coulibaly et Christian Agbobli, L'humour comme scène de jeu et enjeux sociaux. Perspectives internationales et interdisciplinaires, 2022. Michel Caudry, avec la collaboration de Dolores Lina Torres, Il faut réparer notre médecine, 2022. Mathieu Bortolin, La contestation domestiquée et son deuil. La révolte des Gilets jaunes. 2022. Nicole Perruisset-Fache, Vivre au XXIe siècle, 2022. Jean-François Kuntgen, Management et connaissance de soi, 2022. François Charpentier, Ces histoires qui ont tué le PS. De la MNEF au CREF, 2022. Hervé de Truchy, La pratique de la démocratie, nouveau défi. Oser la confiance, 2022. Sabine Ndzengueamoa, Santé pour tous et problématique des brevets sur les médicaments, 2022. Jocelyne Kiss, Geoffrey Jeanne Edwards, Thierry Belguic, Penser la vulnérabilité, Penser la situation de handicap, 2022. Ouvrage du même auteur. Pour un changement anticapitaliste de société, L'Harmattan, 2022. Scénario pour un néolibéralisme bien malade, L'Harmattan, 2021. Comment va le système capitaliste, L'Harmattan 2021. Pour un projet libertaire anticapitaliste, L'Harmattan, 2020. Le système libéralo-capitaliste moderne, L'Harmattan, 2020. Pensée moderne et changement de société, L'Harmattan 2020. Chronique macronienne, Édilivre 2018. Nouveaux propos sur l'éducation, Vérone 2018. Comprendre, détruire, reconstruire 3 volumes, édition libertaire 2014 à 2015. La justice, édition libertaire 2013. Des causes de la crise, modèle libéral et projet proudhonien, édition libertaire 2010. Petit imprécis de contre-libéralisme, Édilivre 2009. Misère du droit, Édilivre 2009. 2084, Édilivre 2008. Agir ensemble dans un monde partagé, L'Harmattan, 2005. Agir avec Proudhon, Chronique sociale de la France, L'Harmattan 2005. Le libéralisme totalitaire, L'Harmattan 2001. La juste démocratie, L'Harmattan, 1995. Le mythe EDF, sous le pseudonyme de Charles Reynaud, L'Harmattan 1992. Qu'est-ce que le pouvoir politique, Anthropos 1982. Défense et actualité de Proudhon, Payot, 1976. Introduction. Nature des problèmes à examiner et motifs de l'essai. Nous abordons dans cet essai le combat perpétuel entre des forces instituantes et des institués, ou institutionnalisés, présentés par les défenseurs de l'ordre établi comme légitimes. Cette lutte se passe dans l'espace social commun à tous les acteurs et l'anime en permanence. Cet espace n'est ni un système ni une structure même s'il en contient. C'est un lieu d'interdépendance et de relation entre acteurs sociaux en rapport avec les choses et les moyens utilisables pour s'y situer et y augmenter son influence. Nous récusons la théorie systémique et surtout l'analyse système qui accorde trop d'importance à l'existence du système, ce qui fait négliger les acteurs, les rapports de force, les luttes sociales comme déterminants de son évolution. L'analyse système va plus loin en présupposant une hiérarchie avec un centre qui s'impose à tout le système malgré l'autonomie de ses composantes. Le structuralisme élimine les sujets qui sont en quelque sorte agis par la structure d'ensemble, par exemple par les lois inconscientes de l'esprit humain, Lévi-Strauss.
la structure semble fonctionner toute seule et suivre ses propres lois d'évolution. Le fonctionnalisme découpe le social en grandes fonctions nécessaires à la vie sociétale. C'est donner beaucoup trop de poids au fonctionnement existant, à l'ordre établi, aux fonctions spécialisées. Alors qu'une fonction peut être distribuée entre plusieurs structures, et qu'il peut y avoir des substitutions entre fonctions. Le fonctionnalisme semble établir une équivalence, une juxtaposition des fonctions sociales, alors qu'il existe une sorte de hiérarchie entre elles. Inversement, le structuralisme pousse à définir une structure principale qui donnerait le ton aux problèmes sociaux. L'interactionnisme se concentre sur les relations ici et maintenant entre sujets supposés libres de toute détermination. Il oublie le cadre social qui préexiste aux relations entre sujets. Il a donné lieu, tout en restant d'inspiration libérale, à une sorte de phénoménologie à la Goffman où on n'analyse que les phénomènes et les évolutions des relations entre sujets. L'herméneutique cherche à décrypter le sens des discours, des mythes, des légendes, des symboles sans trop se préoccuper de leur genèse et de leurs conditions d'acceptabilité. Toutes ces démarches d'étude ont en commun d'être unidimensionnelles, focalisées sur un point particulier de l'ensemble social. Ce qui ne veut pas dire qu'on puisse se passer de leur éclairage. Par exemple, que ferait-on sans le concept de structure ou de fonction ? Certes, il y a bel et bien des phénomènes sociaux, mais les expliquer par une sorte de logique des interactions entre monades sociales, atomes individuels et molécules groupales, c'est sous-estimer que les sujets ont été partiellement orientés par leur socialisation et qu'ils n'entrent en relation que dans une structure sociale déjà là. L'évolutionnisme automatique, déterministe n'est pas de mise non plus pour expliquer les changements sociétaux qui montrent des mutations et des bifurcations en quelque sorte brutales et spontanées. De toute façon, l'espace social est bien trop diversifié, contradictoire et conflictuel, complexe, dynamique pour ne pouvoir être analysé qu'en suivant une seule théorisation. Les notions de structure sociale ou de fonction ou de système ouvrent trop grandement la porte au fantasme politique de l'unité, de l'homogénéité de la société, voire à la toute-puissance de la fonction politique. Ce qui facilite une conception révolutionnaire consistant à s'emparer du pouvoir d'État pour changer d'en haut la société par décret. Cet essai a pour modeste but d'en revenir à la pluralité, à la complexité et à l'incertitude qui caractérisent les sociétés et les groupements sociaux. Cependant, il n'est pas question de nier que s'il n'existe pas de déterminisme, il demeure des contraintes, des déterminations, des structures qui limitent les actions possibles contre le système institué. Cela sera montré par de nombreux exemples qui prouvent que le système libéralo-capitaliste, SLC, en contient beaucoup. La pensée occidentale a tout misé sur la rationalité, ce qui débouche souvent sur le scientisme et le positivisme, sur l'utilité comme pratiquement seule source d'intérêt, utilité qui est au fondement de la théorie économique actuellement dominante. La psychologie a été éliminée des approches du social, et a été remisée dans sa sphère particulière. Or, les humains sont des compositions de raison et de sentiments, d'animalité et de socialité, de pulsions contradictoires entre des passions tristes ou altruistes, entre le narcissisme et la solidarité, etc. L'humain est par exemple partagé entre son besoin de sécurité, qui lui fait fuir l'incertitude, et son goût pour le changement, la création, l'innovation qui en fait un aventurier potentiel. Il est aussi clivé entre son narcissisme identitaire et foncier, et son besoin de relations sociales susceptibles de l'aider et de reconnaître sa valeur intrinsèque. C'est ce qui fait que dans la conduite des affaires humaines et sociales, on ne peut pas négliger le facteur psychosociologique, bien que cet essai soit de sociologie générale. Non, contrairement à la démarche de Durkheim, il ne faut pas considérer les faits sociaux comme des choses mais comme un mélange de facteurs, parmi lesquels les aspects humains sont loin d'être négligeables, ni les discours comme performatifs. Cette pensée a aussi produit une contradiction entre l'individuel et le collectif, alors que les deux sont intimement liés dans les espaces sociaux et leur évolution. Enfin, elle a introduit une relation de domination des humains sur la nature, ce qui nie que les dits humains en font partie et que la nature réagit à la surexploitation de ses ressources. La nature n'a pas besoin de nous, et nous survivra alors que l'inverse n'est pas vrai. Pour nous rapprocher de la vérité, il nous faudra changer de regard et décrypter les pièges du vocabulaire courant. Par exemple,
le beau mot d'institution a été profondément perverti dans son usage néolibéral. Il nous faut aussi réhabiliter la notion d'acteur, y compris subjectif, et cela sans sombrer dans une philosophie du sujet. L'acteur n'est pas un agent en quelque sorte déterminé ou à l'inverse, tout-puissant. Il réfléchit par lui-même, il se donne des buts, il agit pour les réaliser, il n'est pas soumis aux choses matérielles hors ses besoins de subsistance. Il prend part aux luttes sociales et à la constitution de groupements au sein desquels il peut agir, et avec lesquels il peut se renforcer. Dans ces groupements, il n'est pas qu'un numéro manipulable par des chefs autoproclamés. Il est dans une attitude réflexive, pragmatique, très loin des simples réflexes à la Pavlov et se sert de ses expériences pour évoluer, se situer, se comporter. Son adhésion n'est jamais totalement acquise, ni pour tout, ni toujours. Il peut changer de référence et d'appartenance en fonction de ce qu'il apprend, notamment de son expérience. Ce n'est donc pas une cire molle, influençable sans limite au contraire de ce qu'insinuent les publicitaires. Et de ce que croient souvent les politiciens. Il a un projet personnel ou lié à des groupes d'appartenance, il ne saurait en avoir un seul. Il a de grandes espérances pour lui et ses proches. Il apparaît ainsi que le système social est bien plus pluriel et complexe, bien moins organisé et structuré que ce qu'en donnent à voir les modèles actuels censés le représenter, bien plus évolutif que ce qu'en pensent les tenants des thèses culturalistes. Les modèles en cours placent le politique, soit comme Deus ex machina de la société, situé dehors et au-dessus de celle-ci, soit nie son influence au profit de l'économie efficiente et spontanéiste. Dans les deux cas, on a tendance à confondre le politique, en tant que fin collective, avec la politique comme mode de gouvernance des conflits. Celui-ci répugne à sortir de la défense de l'ordre établi, et d'une pensée axée sur l'unité. Or, l'espace social est à la fois ordre provisoirement en place et agitation permanente pour le changement, ce qui crée des conflits en tout genre. C'est de tout cela que ce petit essai tente de rendre compte, et cela afin d'éviter de grosses erreurs de conception sur la nature du social et sur la façon de conduire le changement. Une de ces erreurs, manifeste depuis les temps les plus reculés, est de s'imaginer, ce qui n'est pas sans rapport avec les sentiments de toute puissance qui animent les personnes de pouvoir, qu'il suffit d'obtenir le pouvoir politique pour maîtriser la société. Ou inversement, qu'il ne s'agit que de laisser le doux commerce fonctionner tout seul et en pilotage, inconscient mais automatiquement mécanique, pour que tout aille vers le meilleur des mondes possibles, cher à Pangloss. Pour ne pas se fourvoyer dans l'établissement d'un projet, et dans la façon de parvenir à le réaliser, cet essai montre qu'il ne faut pas être aussi candide. L'avenir n'est pas écrit, ni même prévisible car il ne dépend pas d'un seul acteur, même s'il est très puissant. Il ne faut pas amalgamer les composantes de tout projet. Distinguons entre les finalités à instituer à long terme, celles du politique, la façon de conduire le changement à moyen terme, la politique et la stratégie, et les opérations à court terme de saisie des occasions de changement, la tactique. Éloignons-nous du réformisme social-démocrate qui a oublié de changer la société capitaliste, s'est replié sur l'économisme libéral comme stratégie, et se contente de rustines à court terme qui ne changent rien en profondeur. Arrêtons le mythe de la révolution qui se concentre sur les finalités, fonde la stratégie sur la prise du pouvoir et méprise les petites avancées. Soyons gradualistes en liant politique, stratégie et tactique, en ayant une démarche flexible, modifiable, à tête chercheuse au lieu de balistique, expérimentale et révisable, pluraliste car attachée à la participation de tous les acteurs sociétaux. Pour donner un cadre à cette dernière démarche, nous prenons le plan d'exposition suivant. Dans la première partie, nous recenserons les briques fondamentales de l'espace social où a lieu la lutte instituant-instituée, à savoir les acteurs et les enjeux de leur combat. Dans la deuxième partie, nous examinerons les fondations de l'espace social, les noyaux durs instituants qui en quelque sorte permettent de construire du solide institué avec ses briques, les bases anthropologiques et les conceptions du monde, les institués et organisations sociaux. Dans la troisième partie, nous verrons comment cela peut se goupiller et fonctionner. Les champs de l'action sociale, les ressources ou capitaux, les conflits et les rapports de force. Cela donne la configuration qui permet à la logique générale de la lutte de l'instituant contre l'institué de se déployer dans les champs et l'espace sociaux.
La conclusion se penchera sur les principes nécessaires à la conduite du changement contre le système libéralo-capitaliste, SLC, et sur les enjeux globaux communs à tous les acteurs sociaux au plan national et au plan mondial. Nous avons choisi comme mode d'exposition des études sur les différents sujets de l'essai, comme Proudhon dans son Génial de la justice dans la Révolution et dans l'Église, 1858. L'avantage est d'obtenir une grande souplesse et de pouvoir marquer les connexions entre les différentes dimensions de l'espace social. L'inconvénient réside dans ce que cette méthode produit certaines redondances mais toujours sous un angle différent. Au passage, nous ferons de la déconstruction pour démasquer les mensonges et non-dits du néolibéralisme, ce qui sera en même temps une occasion de revoir des méfaits du système libéralo-capitaliste, SLC. Nous utilisons aussi assez souvent un procédé d'exposition, la métaphore, l'analogie ou l'image. Ce peut être déroutant, mais cela a le mérite de la clarté. Cet essai est volontairement bref. Il ne propose qu'une méthode d'analyse des situations et des rapports sociaux. Il donne des repères et une démarche générale, non des solutions clés en main. Il est de sociologie générale et non d'examen de problèmes spécifiques qui, certes, ne sont pas à négliger, mais il faut les situer dans un cadre d'ensemble de l'action dans l'espace social. C'est pourquoi cet essai propose non une solution clés en main, mais une démarche de travail, une méthode de détermination des positions des acteurs dans les champs d'action sociale. C'est une sorte de guide méthodologique pour mener l'action de changement social. Cet essai prend le contre-pied d'un certain style à la Shaddock en tentant de rendre simple ce qui est compliqué. Première partie, acteurs et enjeux. Cette partie n'aborde en quelque sorte que les éléments de base de tout système social, ses acteurs et ce pourquoi ils sont en conflit. Mais la notion d'acteur ne va pas de soi. Il faut définir ce dont on parle, spécifier la nature de chaque acteur, qu'il soit une personne ou un groupement. On doit écarter tout ce qui détermine un acteur comme relevant d'une classification formelle, d'une assignation codée en général par les pouvoirs dominants. En effet, il faut sauvegarder leur liberté et considérer leur existence comme réelle et non figée. Leur action et leur prise de position ne sont pas transparentes, ne sont guère prévisibles, ne sont pas fixées. Nous verrons ici les acteurs principaux, les personnes, les groupements, communautés, associations, partis politiques, organisations, classes sociales, collectivités. Les acteurs se battent pour des enjeux communs afin de modifier les règles du jeu et leur position dans celui-ci. Nous verrons les principaux comme la bonne vie, l'espérance, la liberté, le travail, la justice, la santé, les relations avec les autres. Tous ces problèmes existentiels ont été structurés et définis par le néolibéralisme actuel. Étude 1. Les acteurs. L'individu est le premier acteur à considérer, notamment parce que cette notion douteuse se situe à la base du libéralisme et encore plus du néolibéralisme. Il y a même une conception sociologique, à savoir celle de l'individualisme méthodologique, initialisée par Max Weber, qui repose sur cette notion. Dans sa visée fondamentale, l'individualisme méthodologique consiste, en tant que démarche de travail, à partir des comportements, discours ou représentations et pratiques des individus ou des groupes pour découvrir des régularités significatives de la prégnance du social. En d'autres termes, c'est à partir des attitudes ou dispositions, habitus chez Bourdieu, qui sont des façons permanentes de réagir aux situations, aux règles, aux traditions, de voir les choses, de penser, de se conduire, que l'on pourrait décrypter les structures sociales qui sont encore cachées. Là, cette méthode a depuis longtemps été abandonnée par le néolibéralisme, notamment en matière économique. Sans doute parce que la théorie de Weber implique qu'il existe des structures sociales qui cadrent les conduites individuelles, ce que Madame Thatcher avait nié avec force. There is nothing such a society. Cela correspond au sujet de la philosophie occidentale, sujet qui ne doit rien à personne et quelque peu solipsiste. En réalité, le prétendu sujet est social et se recrée en permanence en agissant, pensant, combattant et en se reliant aux autres dans une variété de contextes sociaux. L'économie est hélas devenue la science sociale qui domine toutes les autres, alors qu'elle a réduit la conception de l'individu à une fantasmagorie sans base réelle. Dans cette idéologie, l'individu est en quelque sorte hors sol, hors contexte social, hors histoire ou évolution globale. On dirait qu'il s'est fait tout seul sans subir d'influence, sans profiter d'apports extérieurs.
Par-dessus le marché, il est rationnel, il fait des calculs coût-bénéfice, il est utilitariste et près de ses seuls intérêts ou utilités, pratiquement égoïste. Dans la démarche économique, il n'y a pas des individus différents dans leurs désirs, dans leur conduite. Il n'y a qu'un individu étalon qui représente tous les autres qui seraient donc de même nature. C'est pourquoi il est alors facile de globaliser toutes les demandes dans le fantasme d'un seul individu, en quelque sorte représentatif de tout le monde. C'est la position de la doctrine économique actuellement la plus influente, à savoir la théorie de l'équilibre général, TEG. La TEG réduit l'individu à un être amoral qui ne se préoccupe que de ses intérêts, lesquels peuvent amener à des associations pourvu que les contractants, supposés libres de tout attachement et peu soucieux de valeurs morales, y trouvent chacun leur avantage. Cependant, comme on le verra en examinant le volet anthropologique de la condition humaine et sociale, cette approche néglige fortement la diversité des besoins humains. Les sciences sociales ont protesté depuis longtemps contre la thèse individualiste réduisant la société à une collection de personnes en interaction, comme des petits pois, dans une boîte, Sartre. Tout individu, qu'il vaudrait mieux appeler une personne, a été socialisé dans une communauté, a eu un parcours social et professionnel, a été instruit ou s'est instruit dans des structures sociales, a fait des rencontres qui l'ont influencé, a appris en continu de ses expériences sociales, notamment au travail. Il est donc une construction sociale évolutive et souvent pleine de contradictions. De plus, il est inséré dans des réseaux sociaux, notamment professionnels comme pour tous les acteurs, ou des groupements, familles, ateliers, communautés, associations, etc., auxquels il peut s'attacher ou au contraire, desquels il peut s'arracher. Et il est lui-même plein de contradictions entre lesquelles il doit construire une composition, Proudhon, qui lui est propre. Ce qui, du reste, est à la source de sa liberté car il assume seul la responsabilité de ses choix, bien que ceux-ci aient été cadrés ou orientés, mais non déterminés, par sa socialisation antérieure. Il n'est pas que rationnel et intéressé par les choses. Il est aussi affectif, sentimental, passionné, attaché à des valeurs. Il est un artefact de corps, de pensée, de désir qui font que sa réponse aux situations n'est pas un réflexe pavlovien, ni une réaction purement cognitive et intellectuelle. Cependant, s'il n'est pas déterminé, il demeure partiellement formaté par des habitudes acquises, redevable à des traditions et à des expériences multiples tout au long de son parcours personnel dans la vie. Il est marqué par ses appartenances à différents milieux et contextes sociaux. Il est une créature de désir, Spinoza, et de besoins à la fois forgés par son cheminement, ses attachements et les caractères communs de son espèce. Ces besoins proviennent de sa nature, laquelle n'est pas formatée, essentialisée a priori, mais procure des potentiels qui sont actualisés dans telle ou telle direction par la socialisation et les expériences vécues au fil du temps. Par exemple, il n'y a pas de souci inné, d'exigence naturelle pour la justice ou l'égalité ou la liberté. Cela ne vient que de l'itinéraire de socialisation. Prenons l'exemple du processus de création des exigences morales de justice chez Proudhon. Le petit enfant ressent, perçoit chez ceux qui l'élèvent la nature de leurs relations. Si elles sont équilibrées, quelles qu'elles soient, il en acquiert un sentiment approximatif de justice dans l'égalité des rôles joués. Ce sentiment peut évidemment progresser jusqu'à aller à une sorte de prénotion de la justice. Puis, ce qu'il voit et sent à l'école, va pouvoir le faire passer à une notion encore floue de la justice. Ensuite, lorsqu'il se met à travailler, il peut se mettre à comparer les situations, la sienne et celle de ses collègues. Alors, sentiment et notion de justice peuvent devenir une idée et une valeur existentielle. Cette idée va pouvoir guider ses actes et ses réactions aux situations, et ainsi se renforcer peu à peu. Ce processus n'a naturellement rien de déterminé, ni d'assuré, mais il demeure une possibilité pourvu que les circonstances rencontrées y soient favorables. À l'inverse, si l'enfant grandit dans des milieux autoritaires, inégalitaires, hiérarchiques, il peut acquérir une mentalité autoritaire comme l'ont bien vu Wilhelm Reich et Sartre, sa description de l'enfance d'un chef. Ce n'est pas assuré non plus comme le montre l'exemple des enfants, qui prennent le contre-pied de leurs parents. Un anthropologue culturaliste, Ruth Benedict, avait observé il y a des années que 2 tribus indiennes des USA vivaient dans des cultures tout à fait opposées. L'une était guerrière, l'autre pacifique. Ce qui veut dire que les patterns modèles,
culturels de socialisation sont à la fois déterminants et différents en ce qui concerne l'acquisition d'habitus ou attitudes. Cet aspect de l'influence culturelle au cours de la socialisation de l'enfant est repris aujourd'hui par exemple par Boris Cyrulnik, le laboureur et les mangeurs de vent. Il devient donc hors de question de naturaliser et d'essentialiser l'individu, et de le sortir des contextes sociaux qui l'ont formé tout au long des processus vitaux qu'il a rencontrés. Comme l'a dit Proudhon, entre la propriété et la communauté, je construirai un monde. Ce qui veut dire que l'individuel et le collectif sont inséparables dans les processus et les contextes de vie de chaque personne. Ce qui compte le plus, ce sont les relations dans lesquelles cette dernière a été impliquée. Ce que Proudhon a énoncé dans la phrase « L'homme le plus libre est celui qui a le plus de relations », ce qu'avait déjà vu Rousseau avant lui, pour autant cependant que ces relations soient égalitaires et librement consenties. Ce qui fait justice d'une autre ânerie libérale, à savoir que la liberté et l'égalité seraient inconciliables, thèse notamment développée par Tocqueville, la liberté entraîne des inégalités et empêcher les inégalités revient à supprimer les libertés. En réalité, la personne n'entre véritablement en relation libre et coopérative que si elle est considérée comme égale aux autres. Si on ne considère pas la personne comme un autre soi-même, Ricoeur que M. Macron a sûrement mal digéré à moins que ce ne soit que du cinéma pour se donner une image de philosophe, alors la relation ne peut être qu'indigente et surtout marquée par l'inégalité. En définitive, la personne et non l'individu standard et interchangeable de la TGE, est la résultante de ces relations antérieures. La personne est le résultat d'un processus collectif de rencontre, de cheminement ou parcours de vie et de mise en situation. Il n'y a pas d'individu en solo. Il n'y a que des personnes en tant que combinaison de potentiels individuels socialisés et d'effets des contextes et relations sociales. Ce qui nous amène à une autre tarte à la crème moderne et libérale, le discours confus et trompeur sur l'identité. René Zazot a depuis longtemps montré que même deux personnes biologiquement identiques, les jumeaux, le couple et la personne, comme les vrais jumeaux monozygotes, développaient des personnalités différentes, car l'un s'identifie à la mère et l'autre au père de façon à reconstituer le couple parental. Toute personne cherche à se différencier même dans le cas plus problématique des vrais jumeaux. Il vaudrait donc mieux parler de subjectivité ou de personnalité que d'identité. Cette notion d'identité part d'un phénomène réel qui est celui du maintien de la même enveloppe ou caractère physique, tout au long de la vie. Certes, mais cela élimine le fait que la prétendue identité, au sens de l'unicité au cours du temps, évolue tout le temps en fonction des circonstances et des rencontres. Cela s'opère par exemple lors d'une identification inopinée par laquelle une personne change d'idéal du moi, en tant que figure de ce que l'on voudrait être. On se trouverait alors en face d'un changement d'identité, pourquoi pas de carte. Il y a évolution de l'identification de la personne par elle-même, et non pas seulement pour son entourage. Nettement plus grave est l'oubli que toute personne relève d'identités multiples. Il n'y a qu'une personnalité, mais celle-ci est composée de multiples ressorts d'appartenance, d'attachement ou d'identification. On peut être en même temps gay, cégétiste, macronien, marié et bon père de famille, noir et aussi raciste, écologiste, unijambiste et sportif de haut niveau, breton, boulliste, luciférien ou gothique, fan de tuning, pacifiste, etc. Et ceci n'est qu'une composition, parmi des millions d'autres possibles. Une personne est toujours un kaléidoscope d'identifications multiples plus ou moins compatibles. Monter en épingle l'identité, c'est en fait se situer dans la mouvance de la traditionnelle tendance à mettre des étiquettes, à essentialiser, à classer les gens de l'extérieur de façon à construire des classements statistiques, voire pire, à figer des assignations. Cette assignation simpliste à une seule identité revient à favoriser la prévision d'un comportement, à vouloir contrôler les comportements à partir d'une réduction de la personne à une caractéristique fondamentale, explicative et prédictive qui n'intéresse que les statisticiens, la police, les recruteurs et les organisations, à commencer par les partis. Cela montre la prétention de contrôle social, de discipline, au sens de Foucault des prétendues autorités. Inversement, la personnalité, qui est composite, ne facilite pas les classements. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles elle ne fait pas florès car elle s'oppose au réductionnisme si cher aux forces de l'ordre,
et aux intellectuels compradors du néolibéralisme. De plus, la réduction de la personne à une seule identité qui plus est problématique, nie le besoin humain de reconnaissance de sa dignité et de sa singularité. L'humain n'est pas digne seulement en tant qu'appartenant au genre éponyme, qui fait que toute vie est respectable sans hiérarchisation, mais aussi justement parce que particulier et donc en partie irremplaçable. Il représente les deux choses à la fois, membre de l'humanité et personne singulière. Il n'empêche que la personnalité montre aussi des appartenances et des attachements, notamment vis-à-vis de communautés. Cette notion est elle aussi victime de raccourcis abusifs. Car avant de parler de communauté, surtout si on la considère comme un acteur social, il faudrait discriminer entre la communauté molle et floue et celle qui est organisée et s'est construit une image spécifique à la fois objective et symbolique. La communauté est à la fois un moyen de repérage des enjeux de chaque personne et un ressort d'insertion dans les relations sociales. Il est parfaitement normal qu'un immigré, quel qu'il soit, se raccroche à une diaspora préexistante dont il ne peut que se sentir proche, par la langue, la culture, la conception du monde, etc., et dont il peut espérer des soutiens, un travail, un logement pour son insertion dans son nouveau monde. Cette position particulière dans le pays d'accueil a été parfaitement décrite par le grand sociologue afro-américain Dubois, dès les années 1920. La communauté est un réceptacle potentiel du besoin de réassurance que vit tout immigré ou toute personne changeant de milieu d'appartenance. Mais elle n'est d'abord qu'un espace possible de rassemblement des personnes vivant la même situation ou les mêmes discriminations. Les femmes, les LGBT, les ethnies, les croyants de telle ou telle religion, les exploités, les marginaux, etc. Mais cela ne suffit pas à faire une communauté car il ne s'agit que d'un rassemblement hypothétique et potentiel suivant le vieil adage « qui se ressemble s'assemble ». Il en est de même pour les mouvements sociaux qui ne peuvent accéder au statut d'acteurs constitués que s'ils sont organisés autour d'un projet. C'est pourquoi toute communauté est prise dans un nécessaire processus de passage du potentiel à la puissance et ensuite de celle-ci au pouvoir effectif d'agir. Le groupe, qui n'existe au début que puissantiellement, est amené à devenir un être de pouvoir et ensuite à se doter des pouvoirs de l'être afin de persévérer dans son être, Spinoza. La communauté vient en premier lieu de la prise de conscience de l'appartenance à un monde particulier, mais commun. À ce moment-là, peut advenir un début du rassemblement autour d'intérêts et de valeurs communs. Alors apparaissent des leaders, des organisateurs ou coordonnateurs du groupement en formation. On peut alors conduire des luttes contre les discriminations. Mais à condition que l'égalité fasse partie du modèle culturel, où le processus de reconnaissance de la communauté s'enclenche. Cela se construit, souvent sur la base d'un chef charismatique auquel chaque membre du groupe s'identifie. Et ce qui est remarquable, c'est que c'est le combat pour la reconnaissance de la singularité de la communauté et de ses droits à l'instar de ceux des autres qui devient le moteur de la constitution de la communauté molle et incertaine en communauté dotée d'organisation et de pouvoir. Alors, la communauté peut passer de la puissance à l'acte afin de faire valoir ses droits pour autant que l'on ne soit pas dans une culture globale qui s'oppose à toute différenciation et rejette le pluralisme. Ce fut longtemps et il en reste des traces et des tenants en ce moment, le cas de la nation française conçue comme une et indivisible, ce qui justifiait l'action du pouvoir central, conçu comme toute puissance souveraine, contre tous les séparatismes, Corse, Bretagne, Catalogne, etc. C'est donc toujours la thèse des turiféraires, quelle que soit leur obédience politique, de l'absolutisme du pouvoir politique en France, des défenseurs de l'État au nom de l'ordre public républicain. Là, le mouvement d'auto-organisation de la communauté en groupement reconnu fait l'objet des attentions d'entrepreneurs de communautés, par exemple de communautés religieuses. Là où les choses se corsent, c'est quand une communauté prétend imposer ses propres normes à la société tout entière au risque de se mettre à l'affronter, voire pis de finir par y réussir. La solution n'est pas de combattre les communautés, qui existent naturellement par la force des besoins humains ou collectifs de reconnaissance, mais de limiter les manigances des entrepreneurs de communautés, souvent téléguidés par une puissance étrangère ou par des radicaux qui parfois veulent rétablir la pureté des origines. Sinon, le pluralisme sociétal risque de disparaître, soit par la victoire d'une communauté devenant puissante, soit par la réaction d'un pouvoir politique arc-bouté sur l'unité nationale.
Les mafias sont une sorte de communauté dont la puissance nocive n'a d'égal que sa conception autoritaire du pouvoir. Plus que d'autres acteurs, elles sont organisées en réseaux de puissance tentaculaires et diffuses régnant par la terreur mais aussi en se substituant aux défaillances sociales de l'État. Ce processus de constitution de communautés singulières, en tant qu'acteurs sociaux se différenciant des autres et de la prétendue communauté nationale, porte naturellement le danger de l'éclatement de la cohésion globale d'un pays en groupes séparés, voire hostiles, voire ennemis les uns des autres et du pays tout entier. Ce qui est bizarrement autorisé par le multiculturalisme. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.